Les aveux hallucinants de la fille du pasteur hongrois, seule ou aidée de son père, elle a assassiné 5 membres de sa famille, dont sa propre mère. À Brest, la grand-messe du Parti socialiste réunie en congrès, la ferveur des militants et du jamais vu depuis 70 ans, l'ovation au secrétaire national du PC, Robert Rue. Invité de ce journal, Philippe Séguin, président du RPR, au lendemain du sommet sur l'emploi. Enquête sur Radovan Karadzic, l'ancien président des Serbes de Bosnie, recherché comme criminel de guerre. Tout le monde sait où il est, mais il est toujours libre. Les adieux de l'Angleterre au Britannia, le navire de la famille royale désarmé après 44 ans de bons et loyaux services. Madame, Monsieur, bonsoir. L'impensable en Belgique avec les aveux monstrueux de la fille aînée du pasteur hongrois. Complice de son père, elle a signé 5 assassinats et revendique seule le meurtre de sa propre mère, avec à chaque fois une barbarie certaine dans la façon de procéder. Anne Mourgue, Patrick Wurstern. Une allure de jeune fille sage, et pourtant, un mois après son père, Agnès Pandy vient d'être à son tour déférée en prison. En Belgique, on ne les appelle plus que le tandem diabolique. La justice leur reproche à eux deux au moins 5 assassinats. Elle déclare avoir tué 5 membres de sa famille, dont sa mère. C'est elle seule qui aurait tué sa mère. Elle aurait participé à l'assassinat avec son père des 4 autres membres de la famille. Elle a également avoué la tentative de meurtre sur Téméa, sa sœur. Une longue litanie qui rappelle les confessions qu'Agnès Pandy a faites aux enquêteurs. Arrêtée jeudi, elle leur a tout raconté. Comment de sang-froid, avec son père, elle a tué les 5 membres de sa famille, d'un coup de massue ou encore d'une balle de revolver. Comment il a découpé les corps, déposé certains morceaux dans des sacs près d'un abattoir, dissous d'autres dans de l'acide pour qu'il ne reste aucune trace. 5 assassinats et un mobile pour l'instant encore mystérieux. La jalousie peut-être. Victime d'inceste, la jeune fille était devenue peu à peu la maîtresse de son père. Du fond de sa cellule, le pasteur Pandy continue, lui, de nier les meurtres, refuse même maintenant de parler aux enquêteurs. Il demande juste de l'argent pour s'acheter quelques objets en prison. La police va maintenant chercher à savoir à qui appartiennent les ossements de 4 cadavres retrouvés récemment dans l'une des maisons du pasteur. Pas à la famille Pandy, mais plutôt à des jeunes femmes que le pasteur faisait venir de Hongrie. Si cette hypothèse se confirmait, cela porterait au moins à 9 le nombre de victimes du pasteur et de sa fille. À Brest, la profession de foi des militants autour de Lionel Jospin, les vivas socialistes avec en vedette américaine Robert Rue, du jamais vu depuis le congrès de Tours en 1920. En marge des discours, un parti socialiste qui amorce son renouveau. Guylaine Chenu, Patrick Deschmecker. Les socialistes debout pour applaudir Robert Rue. Aujourd'hui, c'est lui la vedette et c'est un symbole du jamais vu depuis 1920. Écoutez, c'est vrai que c'est inédit, mais la situation politique française est inédite aussi. Lionel Jospin lui a laissé sans mal le devant de la scène pour préférer une entrée discrète. Pressé de rejoindre le banc des militants de Haute-Garonne, au premier rang tout de même. Robert Rue assis à la gauche de Lionel Jospin, c'est logique pour ce repas de la majorité plurielle. Mais c'est plus qu'un rapprochement, car en coulisses on négocie déjà pour la première fois des listes communes régionales, et certains reparlent de fusion. Oui, quelques socialistes, j'en fais partie d'ailleurs, rêvent d'un grand parti de l'ensemble de la gauche, mais ce n'est pas le problème du moment. Autre signe de renouveau au Parti socialiste, les visages changent. C'est la première fois depuis 25 ans que Michel Rocard ne prend pas la parole lors d'un congrès. Merci. Pierre Mauroy fait un salut en tant que président de l'Internationale socialiste. Quant à Henri Emmanuelli, son heure de discours n'est pas des plus gratifiantes. Être le dernier orateur juste avant le repas chez les socialistes, c'est un exercice intéressant. Cité au Panthéon de la gauche, le nom de François Mitterrand ne soulève pas d'applaudissements. Et aussi bien sûr François Mitterrand. Chacun de nous. C'est bien une page qui se tourne au PS. Les nouvelles figures s'appellent Claude Allègre, Martine Aubry, Dominique Strauss-Kahn ou François Hollande. Désormais, c'est la génération Jospin.
Homme du renouveau en prise directe avec Matignon, François Hollande sera élu ce week-end premier secrétaire du Parti socialiste. Le dauphin de Lionel Jospin n'appartient à aucun des courants du parti. Portrait de cet homme, compagnon de Ségolène Royal, connu notamment pour sa gentillesse. Guylaine Chenu, Patrick Wurstorm. Difficile d'ouvrir les portes du Parti socialiste, même pour un premier secrétaire. Il rêvait d'être ministre, mais c'est ce fauteuil que lui a réservé Lionel Jospin, le sien, celui de patron des socialistes. Un peu malgré lui, François Hollande veille donc sur le parti, même s'il n'en a pas toutes les clés. Dans un bureau voisin, c'est un fidèle de Jospin, Jean-Christophe Cambadélis, qui verrouille dans le moindre détail l'appareil socialiste. Que les cartes sont en 31 décembre 96. Avec François Hollande au PS, ni coup de gueule ni effet de manche, c'est l'assurance d'une gestion en douceur. Même s'il n'est pas du premier cercle, il est essentiel dans le dispositif Jospin. Chaque mardi matin, il petit déjeune à Matignon. Il y a un rapport qui est un rapport loyal, mais qui n'est pas un rapport de soumission. Chacun doit exister, chacun doit jouer son rôle. Associé aux décisions du gouvernement, c'est à lui de relayer la bonne parole au Parti socialiste comme à l'Assemblée nationale. Oh là là, il y avait quoi? Fini? On est les premiers? Ou les derniers? Pour défendre le gouvernement, François Hollande sillonne la France socialiste. Sa marge de manœuvre, c'est son image. Celle d'un homme hors des courants, capable d'incarner une rénovation voulue par les militants. Ils attendent beaucoup, qu'on soit peut-être plus ardent encore sur la limitation du cumul des mandats, ça c'est vrai, sur la parité, sur le rajeunissement du parti, tout ça est vrai. Ça va ? Gérer le parti au pouvoir, la tâche est délicate et parfois ingrate, d'autant que les poids lourds sont tous au gouvernement. Reste à préparer l'avenir. Si ce gouvernement réussit, si on parvient à mobiliser beaucoup plus que les socialistes derrière ce gouvernement, alors l'élection présidentielle, elle ira, j'allais dire, d'elle-même pour le résultat. C'est aussi pour cela qu'il a été choisi, garder le parti pour Lionel Jospin, candidat probable à la prochaine présidentielle. Veiller sur le parti en sachant que c'est le vrai chef qui dispose de toutes les clés. Non, pas encore. Manifestation à Paris contre les projets de loi sur l'immigration. 7000 personnes environ, dont de nombreux jeunes, défilaient à l'appel de plusieurs associations du Parti communiste aux écologistes. Oui à la régularisation, non à la clandestinité, inscrits sur les banderoles le long du parcours. Les familles des victimes du vol 800 de la TWA, insatisfaites des conclusions du FBI, continuent leur mobilisation. Si la piste criminelle est officiellement abandonnée, les familles demandent une nouvelle fois la mise en examen de Boeing et de TWA. Sur place en Ardèche, l'émotion et l'indignation. Benoît Gadret, Jean-Claude Martin. Elles se retrouvent régulièrement. 48 familles françaises endeuillées, réunies au sein de cette association. Ils ont perdu un fils, un frère, une sœur. La plupart ont découvert ce matin et en intégralité la simulation vidéo réalisée par la CIA. On y voit la séparation en deux de l'avion sous le choc de l'explosion et surtout la carlingue qui, avec ses réacteurs autonomes, poursuit pendant de longues secondes son ascension avant de piquer vers l'océan. C'est vrai que ce matin, j'ai appris un certain nombre de choses qui m'ont été très douloureuses et que je ne savais pas encore. C'est que vraisemblablement il y a des personnes qui jusqu'au contact de l'eau ont été vivantes. Alors qu'on voulait, nous familles, espérer que ça avait été tellement fort l'impact, fort l'explosion qu'elles étaient décédées sur le coup. Pas de bombes, pas de missiles et donc pas d'actes criminels. Si les familles françaises déplorent le déficit d'information, elles ont en revanche bien reçu le message du FBI et en tirent leurs conclusions. Ils nous disent il faut nous croire, c'est pas une cause criminelle, cette destruction de cet avion. Bon, nous ne pouvons que les croire, ça c'est évident, mais nous sommes persuadés que les responsables c'est Boeing et la TWA. L'association demande donc la mise en examen pour homicide involontaire des responsables de Boeing et TWA. L'hypothèse d'une défaillance mécanique interpelle également les pilotes de ligne, représentés aujourd'hui par un de leurs syndicats. Et effectivement, nous émettons un certain nombre de doutes, puisque un certain nombre de 747 de la série 100 sont encore en exploitation en France. Et il est vrai que nous souhaiterions que des expertises soient conduites sur ces aéronefs. Selon ce syndicat, il y a 5 appareils de ce type en service en France et quelques 480 dans le monde.
3 hommes ont trouvé la mort cet après-midi, près de Reims, ensevelis sous 10 tonnes de sable. Les victimes recherchaient des fossiles dans une ancienne sablière à Chaméry. Le terrain de la sablière était instable et dangereux après les fortes pluies de ces derniers jours. À Nancy, 2 chauffeurs de bus, dont une femme, ont été agressés cette nuit dans une banlieue réputée difficile. 6 jeunes armés de battes de baseball s'en sont pris aux 2 conducteurs. Seul l'homme a été légèrement blessé, mais on comprend leur état de choc. Ce matin, pour protester, aucun bus ne circulait dans la ville. Réunion cet après-midi à la préfecture de plusieurs dizaines de chauffeurs. Sur les routes de France, le mois de septembre a été moins meurtrier, une tendance que l'on retrouve au long de cette année. Il est vrai que le système du permis à points semble porter ses fruits, d'autant que des stages de rééducation des chauffards incitent à la prudence. Des effets très positifs de ces 48 heures organisés par la prévention routière, stages qu'ont suivi Claude Crespo et Frédéric Delarue. Vous parlez d'accident, où je suis dangereux à rouler à 160 sur une autoroute. Mais quel risque j'ai quand autoroute et droit de commun? Il y a 20 ans, c'était pas interdit, aujourd'hui, c'est interdit, pourquoi? Est-ce qu'à l'heure actuelle, on fait de la prévoyance, ou est-ce qu'on fait de la sécurité, ou est-ce qu'on fait de la répression? Vous n'allez pas me dire que le fait de mettre un radar en sortie d'agglomération, où les gendarmes sont camouflés, bien sûr, va éviter l'accident? Le premier jour, on râle, on évacue la rancœur. Quelle que soit leur faute, les stagiaires ont toujours un discours de persécutés. Commence alors un huis clos de 48 heures. D'un côté, 2 intervenants, dont un psychologue. De l'autre, 13 infractionnistes. Ils ont perdu entre 6 et 8 points et savent que de toute façon, ils vont en récupérer 4. L'expérience date de 6 ans et a déjà bénéficié à 95 000 contrevenants. Donc, l'effet que l'on recherche, c'est bien sûr limiter cette récidive d'infraction et donc peut-être limiter l'accident à terme, parce qu'au niveau de la société, nous y avons à gagner, et au niveau du sujet lui-même, directement, c'est lui qui a les premiers bénéfices. Deuxième jour, le stress évacué, on passe à la reconstruction en groupe, avec des jeux de rôle en quelque sorte, pour décortiquer des accidents. Là, un cas lié à l'alcoolémie. Réflexion. Le jour où on fera des véhicules avec des alcotests qui servent d'anti-démarrage, à mon avis c'est bon. Le rachat d'une conduite a un prix élevé, 1500 francs. Au niveau de la prévention routière, on leur donne des facilités de paiement et j'ai déjà eu en stage de jeunes étudiants qui n'avaient pas les moyens de payer et pour lesquels j'ai fait un paiement en 12 fois par exemple. Diffusion d'images choc pour finir le stage et on refait le point avec un discours qui a évolué. Moi, la première fois où j'ai fait ma première faute, on m'aurait dit, bah voilà, au lieu d'avoir ton amende, machin, tu vas faire un stage. Peut-être que la deuxième fois, je l'aurais pas fait. Ça implique tout le monde et chacun. Et savoir que quand on est au volant d'une voiture, bon, on n'est pas dans un char et que c'est pas un combat. Selon un sondage, plus d'1 an après ce genre d'expérience, seulement un stagiaire sur 5 s'est fait à nouveau verbaliser. L'actualité à l'étranger avec aujourd'hui les élections législatives pour les Serbes de Bosnie. Les opérations de vote ont débuté dans les 1500 bureaux de l'entité serbe. Les premières estimations font état d'une forte participation. Les pays occidentaux soutiennent ces élections car ils espèrent qu'elles mettront fin à la domination des ultranationalistes fidèles à Radovan Karadzic. Radovan Karadzic, l'intouchable, officiellement recherché pour être jugé comme criminel de guerre, l'ancien président des Serbes de Bosnie continue de vivre au nez et à la barbe de tous. L'enquête de Jérôme Boni et Jean-François Hoffmann le démontre. Palais au-dessus de Sarajevo. C'est ici que se cache le docteur Karadzic, recherché pour crime de guerre. Mais se cache-t-il vraiment? Est-il vraiment recherché? C'est l'un des casse-têtes du général Mansuy, dont les troupes de stabilisation patrouillent dans le voisinage quotidien des criminels. Ça fait partie de mes préoccupations premières. Vous voyez, c'est dans le tiroir de gauche de mon bureau. Vous avez là la liste officielle diffusée des personnes accusées de crimes de guerre. On en trouve quelques fameux. Karadzic, Mladic en particulier. Ils font l'objet d'un mandat d'arrêt international du tribunal pénal de La Haye. Mais qui a le permis de chasse? En principe, pas les forces de l'OTAN sur place. Sauf si une patrouille rencontrait de façon tout à fait fortuite l'un de ces criminels présumés, par exemple aux abords de cette usine où siège maintenant la présidence serbe. Chaque officier a sur lui un dépliant avec les mots à prononcer dans cette éventualité bien improbable.
vous êtes en état d'arrestation quand vous êtes accusé de crimes de guerre par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Il est possible de faire la rencontre avec ces criminels. À ce moment-là, évidemment, nos forces, nos soldats savent qu'ils doivent les arrêter. Mais tout cela doit être fait seulement dans un cadre de sécurité pour garantir la sécurité de nos forces, de nos hommes. En clair, les forces spéciales italiennes chargées du secteur de Palais ne doivent pas risquer leur vie pour interpeller un criminel armé ou même escorté. C'est la police serbe qui devrait arrêter le docteur Karadzic. Mais c'est encore impensable. Ici, à Palais, il reste un héros, plus souriant que sur la vie de recherche. Celui qui a sauvé le peuple serbe. Si on essaye de l'arrêter, tout le monde va s'y opposer. Et il y aura beaucoup de morts. Beaucoup. Prudents, les Italiens évitent de patrouiller dans la zone où habite le docteur Karadzic. À 500 mètres, c'est considéré un secteur sensible. On ne peut pas aller pour ne pas heurter la sensibilité de la population. À 500 mètres, le chemin d'accès à la maison de Karadzic est gardé par des policiers en uniforme, alors que l'ancien président des Serbes de Bosnie n'a plus aujourd'hui aucune fonction officielle. Nous voulons leur remettre une lettre sollicitant une interview avec celui qui reste leur patron. Sidérés, ils nous demandent si nous avons prévenu quelqu'un et nous renvoient au service de presse. Les passages des voitures laissent supposer que de sa retraite, Radovan Karadzic reste un personnage influent, mais aussi d'une certaine façon intouchable. L'arrestation de certains d'entre eux ne pourrait pas se faire sans des troubles d'ordre public qui pourraient prendre une ampleur tout à fait considérable. Et de cela, nous avons quelques éléments de certitude. Dans tous les cas, aujourd'hui, l'hiver ne facilite pas le travail des forces de l'OTAN. La neige apporte un peu de quiétude à l'hôte encombrant de Palais, protégé des hélicoptères et des commandos par les flocons qui s'abattent sur sa retraite. Politique française, dans un instant nous recevrons Philippe Séguin, mais tout de suite la réunion aujourd'hui à Paris du Conseil national de l'UDF en présence de François Léotard, dont c'était en quelque sorte la rentrée politique, mais aussi d'Alain Madelin et François Bayrou, représentant les différentes composantes du parti. Compte rendu, G. Wittenberg, Jean-Louis Quérec. C'est fou ça, hein. Il n'y a que moi qui bosse ici. Ah oui, ça va, à l'UDF, il reste le patron. S'il n'y avait qu'un message à faire passer pour François Léotard, c'est bien celui-là. Le souvenir des remous de l'affaire Yann Pia est encore douloureux. Certains s'interrogent sur sa capacité à conduire la droite aux prochaines régionales en Provence-Côte d'Azur. Mais officiellement au moins, tout le monde est derrière lui. Personne aujourd'hui n'entend remettre en cause l'action de François Léotard à la tête de l'UDF. Toute l'UDF est rassemblée autour de lui et est très fière d'avoir un président aussi dynamique qui a remis l'UDF sur les rails. L'ennui, ce serait plutôt le nombre de locomotives. Oui, il faut peut-être y aller. Oui. Entre les thèses du centriste Bayrou et les idées du libéral Madelin, il y a bien des différences. Pour l'UDF aujourd'hui, le plus dur, c'est de se définir. Autant le RPR est un parti qui doit être de droite pour éviter la fuite des électeurs vers l'extrême droite, autant l'UDF doit être un parti charnière, tolérant, humaniste, européen. Mais aussi d'opposition. C'est donc à qui dressera le réquisitoire le plus sévère de l'action de Lionel Jospin. Alain Madelin s'est enflammé sur la présence des communistes au gouvernement. François Léotard ne devait pas être en reste. Et nous ne laisserons pas non plus notre pays s'engager dans l'affaiblissement de tout ce qui assure sa cohésion, la défense nationale, les pouvoirs locaux, les structures familiales, le goût de l'effort et du mérite. Il y a quelques semaines, François Léotard avait failli jeter l'éponge. Au moins sur la photo de famille, il semble aujourd'hui avoir repris goût à la politique. Au lendemain du sommet sur l'emploi à Luxembourg, les différents pays européens commentent et dressent un bilan plutôt positif de la stratégie commune européenne. Ils affichent tous leur satisfaction. Laurent Bailly. Se mettre d'accord à 15 sur l'emploi, c'est plus facile quand le texte final ne prévoit que des lignes directrices et non des contraintes assorties de sanctions. En pleine campagne électorale outre-Rhin, le chancelier allemand Helmut Kohl affiche sa satisfaction. Il ne voulait
Ni dépenses supplémentaires, ni objectifs trop précis sur le chômage, mission accomplie. Satisfait aussi le Premier ministre italien Romano Prodi. Lui parle de nouveaux chapitres pour l'Europe et n'hésite pas à comparer les orientations de Luxembourg aux critères de Maastricht, autrement contraignants. Pour Tony Blair, le Premier ministre britannique, le mot-clé était flexibilité, auquel les Français préfèrent le vocable souplesse. Peu importe, mission accomplie pour lui aussi. Les 15 encourageront bien de nouvelles organisations du travail dans les entreprises de leur pays. José María Aznar, le Premier ministre espagnol, a lui carrément obtenu une dérogation pour son pays, qui connaît un taux de chômage de 20%. L'Espagne, en effet, n'aura même pas à se conformer au calendrier indicatif décidé hier par les 15. Philippe Séguin, bonsoir. En compagnie d'Arlette Chabot, nous allons bien évidemment évoquer les réactions qui se succèdent au lendemain du sommet du Luxembourg. À l'UDF, pour Hervé de Charette, le sommet de l'emploi, c'est du pipeau, un simple exercice littéraire. Votre propre parti, le RPR, parle dès ce matin d'un sommet des apparences. C'est donc dire, Philippe Séguin, que vous n'êtes pas dans la lignée du président de la République, pour qui ce sommet est positif, un succès pour la France, a-t-il dit hier soir. Je crois que le principal effet positif de ce sommet, c'est qu'il ait eu lieu. Bon, il a eu lieu, n'en parlons plus. Pour ce qui concerne maintenant les effets concrets de ce sommet, j'ai écouté hier sur France 2 avec beaucoup d'intérêt le Premier ministre. J'attends encore qu'il m'explique ce que cela aura pour conséquence pour les chômeurs français. Mais enfin... Vous ne croyez pas à la mécanique qui se met en place, c'est-à-dire les plans nationaux, le contrôle annuel? Je vais laisser le terrain de la polémique. Ça n'a finalement... C'est pas une bonne idée, vous croyez en rien. Ça n'a finalement strictement aucun intérêt. Je pourrais vous dire que finalement, c'est un catalogue de bonnes intentions, ce qui est vrai. Je pourrais vous dire qu'on s'en est tenu à la moyenne de ce qui se fait déjà dans les pays européens, donc on ne s'engage pas à grand-chose. Je pourrais vous dire aussi que, assez bizarrement d'ailleurs, on a rédigé les textes de telle manière que les 18 millions de chômeurs actuels en Europe ne sont pas concernés. Ne sont pas concernés parce qu'il faut avoir 6 mois, moins de 6 mois de chômage quand on est jeune pour être concerné par une action de formation. Il faut avoir moins d'1 an de chômage quand on n'est pas jeune pour être concerné. Alors le temps que tout ça se mette en place, le temps que tout ça se... Oui, bon, enfin, vous me direz c'est du détail. Enfin, c'est quand même concret. Mais enfin, laissons tout cela. Non, l'intéressant finalement, c'est de se demander pourquoi finalement il ne s'est rien passé. Alors qu'il est quand même positif que les chefs d'État et de gouvernement européens parlent de l'emploi. Avec un peu de maladresse, ce qui montre que ce n'est pas pour tous la préoccupation principale. Pourquoi ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché, me semble-t-il, parce que d'abord, on a seulement parlé de questions qui sont de la compétence nationale. C'est-à-dire les mesures emploi. C'est-à-dire tout ce qui est relatif à la formation, à l'environnement du travail, le droit du travail, l'environnement du travail, je le répète, et qu'on n'a pas parlé de ce qui est à l'origine de la création d'emplois, et qui est pourtant de la compétence européenne, c'est-à-dire de la politique économique. Alors, paradoxalement, on a essayé de donner des conseils aux uns et aux autres pour ce qui est de la compétence nationale, et pour ce qui est de la compétence européenne, on est resté d'une discrétion totale. Or, c'est là qu'est l'essentiel. L'essentiel, il est de se demander qu'est-ce que l'Europe peut nous apporter de positif dans notre recherche d'une situation avoisinant le plein emploi. L'emploi au cœur de l'Europe, c'est un nouveau credo. L'emploi n'est pas au cœur de l'Europe, c'est tout le problème. D'ailleurs, le Premier ministre lui-même, dans sa campagne électorale, et hier encore, le reconnaît implicitement. L'emploi n'est pas au cœur de la politique européenne. L'emploi n'est pas au cœur de la politique européenne. Et il nous a expliqué, mais je crains qu'il s'illusionne et que ça relève de l'incantation, qu'on venait d'achever un cycle qui était celui de Maastricht et qu'on entrait dans un nouveau cycle. Mais il se trompe totalement. Parce que le nouveau cycle éventuel, il ne peut en aucun cas être la négation du cycle précédent qui est toujours là et bien là. En vérité, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là qu'est l'erreur fondamentale. C'est se situer, parce qu'on n'a pas d'autre choix, dans le cadre de Maastricht, et faire évoluer Maastricht dans un sens favorable à l'emploi, alors qu'actuellement, Maastricht
est totalement indifférent à l'emploi. Je vous rappelle les choses. Demain, qui décidera en matière monétaire? Ce sont des banquiers centraux. Alors, M. Jospin parlait de gouvernement économique, il a oublié tout cela d'ailleurs, parce que hier, il n'a pas été question de gouvernement économique. C'est déjà acquis, il y a un conseil non, il n'y a rien du tout, il y a rien du tout, Madame Chabot. Il n'y a strictement rien, il n'y a strictement rien. Demain, ce sont des banquiers centraux qui décideront en matière d'euro, c'est-à-dire qui décideront pour ce qui concerne l'économie européenne, sans qu'il soit prévu que l'emploi est un des critères à prendre en considération. Voilà le point capital. Alors, est-ce que vous diriez... Voilà le point capital. Alors, ce qu'il faudrait, dans un sommet de ce genre, c'est se demander comment faire en sorte que l'autorité des banquiers centraux, demain, qu'il est impossible de remettre en cause, soit contrebalancée par une structure politique, et comment faire en sorte que, comme aux États-Unis, en Europe, l'emploi soit un des critères de la gestion de la monnaie. Je poser une petite question. Est-ce que vous seriez, merci Monsieur Séguin, est-ce que vous seriez comme la gauche socialiste et vous diriez aujourd'hui il ne fallait pas finir la phase de l'euro, il ne fallait pas accepter le pacte de stabilité tant qu'il n'y avait pas d'emploi, tant qu'il n'y avait pas des critères sur l'emploi? Mais pas du tout. Non. Pas du tout. Je suis un démocrate et je reconnais que le traité de Maastricht est totalement applicable. Cela étant, des inflexions, des interprétations sont possibles. Donc, tout reste Alors il y a celle-là qui est capitale. Faire en sorte que la politique économique européenne demain mette l'emploi en son cœur. Et puis il y a autre chose. Il y a aussi toute la politique commerciale. La politique commerciale avec l'extérieur. Et le caractère équitable de la concurrence à l'intérieur. Non, pardonnez-moi, Mme Schoenberg. Pardonnez-moi, Mme Schoenberg. Pardonnez, parce que c'est vous qui avez montré des images de l'Angleterre hier. Tout à fait. Vous nous avez montré des images de l'Angleterre. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Nos entreprises partent en Angleterre pour se créer ou pour se développer. Et nos jeunes sont de plus en plus nombreux en Angleterre. Il y en a 100 000 à Londres, paraît-il. Moi, je voudrais simplement revenir à l'actualité d'aujourd'hui, qui est quand même le congrès du Parti socialiste. Ça n'a strictement aucun intérêt. Si, je vais quand même vous poser ma question. L'intérêt, Mme Schoenberg, c'est l'Angleterre. Pourquoi nos jeunes partent-ils travailler en Angleterre? Mais tout simplement parce qu'actuellement, dans le contexte européen, il n'y a pas de concurrence équitable. Vous avez montré cet après-midi. Vous avez montré cet après-midi le match France-Springbok. Bon, on a pris la pâtée, n'en parlons plus. On y reviendra en fin de journée. On a pris la pâtée, on en parlera sans doute tout à l'heure. Bien. Qu'aurait-on dit si étaient entrés sur le terrain 15 Français et 25 ou 30 Springbok? On aurait dit c'est pas juste. Or, c'est exactement dans ces termes que se pose actuellement le problème des relations concurrentielles entre l'Angleterre et la France. Alors ce qu'il faut, et voilà ce dont il faut parler dans un sommet, il faut absolument faire en sorte que la concurrence soit équitable. De la même façon, il faut que la concurrence avec les pays extérieurs à l'Europe soit une concurrence équitable. Elle ne l'est pas actuellement. À l'Organisation mondiale du commerce, nous nous faisons manger la laine sur le dos. Est-ce qu'on peut parler quand même d'un mot de la concurrence entre la majorité et l'opposition d'aujourd'hui? Voilà ce qui est au centre du problème. Tout ça, c'est de la politique politicienne. Là, nous sommes au cœur. Alors, je vais vous poser quand même une question, M. Séguin. C'est quand même aujourd'hui le congrès du Parti socialiste. Lionel Jospin est au plus haut dans les sondages. Il est plébiscité par ses militants, une certaine ferveur même. Qu'est-ce qui vous reste à vous comme espace pour exister? Écoutez, l'espace qui restait à M. Jospin il y a un an, à l'heure où il était lui-même l'objet des colibés et des sarcasmes de la part des médias, à l'heure où on l'appelait yo-yo. Vous savez, la politique, ça va et ça vient. Il y a un an, qui aurait dit, en tout cas on ne le disait pas ici, que M. Jospin serait Premier ministre quelques mois plus tard? Personne. L'union de la majorité, c'est un modèle qui vous fait rêver? Écoutez, nous sommes unis. Je ne crois pas que nous ayons eu un problème d'union lors des récentes élections. Nous avions des candidats uniques, nous avions un programme unique, nous avons été battus. Donc si nous cherchons des raisons à notre échec, c'est visiblement ailleurs qu'il faut les chercher. Il faut les chercher sur le terrain politique. C'est ce à quoi s'est attelé d'ailleurs notre rassemblement.
qui a mis l'ensemble de ses militants et de ses adhérents au travail pour essayer de comprendre les raisons de notre échec, les raisons de notre rejet par les Français, et pour essayer d'actualiser nos valeurs, actualiser notre projet, et proposer, être en mesure demain de proposer aux Français des perspectives qui permettent leur adhésion. Merci en tout cas, M. Séguin, d'avoir répondu à nos questions, mais je voudrais quand même que vous restiez encore un instant. Je vous propose de regarder cet extrait qui sera diffusé demain dans l'émission de Catherine Sellac, Thé au café. Pour la première fois depuis son départ de Matignon, Alain Juppé évoque ses anciennes fonctions et parle de lui. On l'écoute. Bon, il y a eu des épreuves, il y a eu des injustices, il y a eu des blessures, vous l'avez dit, mais je n'en garde pas le souvenir d'une époque malheureuse, au contraire. Vous avez tiré des leçons? Oui, heureusement, ça ce serait inquiétant. Bien sûr. J'ai commis des erreurs, bien sûr. Est-ce qu'il est vraiment indispensable que j'en dresse la liste? Elle a été faite par mes propres amis. Qui sont toujours vos amis? Oui, j'espère, oui, bien sûr. Vous êtes toujours entouré des mêmes amis politiques? Oui, enfin, à Bordeaux, oui. Vous êtes souvent allé à Bordeaux, M. Séguin? Écoutez, je parcours la France, j'irai à Bordeaux comme ailleurs. Cela étant, je me réjouis beaucoup de ce que Alain Juppé prépare ainsi sa rentrée, parce que nous avons besoin d'Alain Juppé, comme nous avons besoin de tous ceux qui, au rassemblement, sont capables de préparer l'avenir. Alors un mot encore de politique, avec ce sondage IFOP Journal du dimanche, Jacques Chirac et Lionel Jospin en hausse de 2 points. Plus d'un Français sur 2 s'estime très satisfait ou plutôt satisfait de Lionel Jospin comme Premier ministre. Jacques Chirac obtient 47% d'opinions favorables. Cette hausse de popularité montre par ailleurs une baisse très nette des opinions négatives. Moins 11 points pour le président de la République, moins 10 points pour le chef du gouvernement. À Bordeaux, un expert médical s'est rendu auprès de Maurice Papon, une nouvelle fois hospitalisé. Selon l'un des avocats de l'accusé, des radiographies pulmonaires montrent une extension de l'infection. En Grande-Bretagne, le Britannia fait ses adieux. Le navire de la famille royale a achevé par un tour complet de l'île sa mission officielle. Pour raisons économiques, ce somptueux bateau n'appartiendra plus à la couronne. Son avenir est incertain. Musée ou paquebot de croisière, Étienne Lénart. N'y voyez surtout pas une offense supplémentaire à Sa Majesté la Reine Elisabeth, mais tout simplement la conséquence cruelle d'une rationalité économique. L'un des plus luxueux bateaux du monde, symbole du prestige de la monarchie britannique, est venu ce matin ancrer ses 135 mètres dans le port de Portsmouth, définitivement. Ce bateau représentait énormément de choses, c'est une honte qu'on s'en débarrasse. C'est vraiment triste, vraiment. C'est un peu triste de revenir ici pour la dernière fois, mais c'est bien aussi de rentrer à la maison. Pendant 44 ans, le Britannia aura été pour la famille royale d'Angleterre et aux frais de la collectivité un joyau qu'on exhibe, une idéale plateforme d'observation et un lieu singulier pour accueillir les grands de ce monde. Le nouveau gouvernement travailliste y a surtout vu un gouffre financier et depuis un mois, sous l'œil bienveillant des contribuables britanniques conscients de l'économie réalisée, le Britannia a 2 jours comme de nuit effectué sa grande tournée d'adieu. C'est la fin d'une époque. Voir ce bateau rentrer au port et réaliser que c'est la fin de sa vie nous rend très tristes et en même temps très fiers. Désormais, pour ces escapades, la famille royale devra mettre la main au portefeuille, elle en a les moyens. Quant au Britannia, son sort n'est pas fixé. C'est transformé en musée qu'il pourrait couler une retraite heureuse dans le port de Portsmouth. En football, le club de Metz, vainqueur hier soir face à Toulouse, devient champion d'automne à l'issue de la 17e journée du championnat de France. Rugby, le 15 de France humilié cet après-midi 52-10 par l'Afrique du Sud. Une véritable déroute pour les tricolores qui faisaient aujourd'hui leurs adieux à la pelouse du Parc des Princes. Christophe Duchiran, Frédéric Basile. Des maillots bleus, le Parc des Princes, un tour d'honneur, oui mais cherchez l'erreur. Les Français sont au vestiaire et ce sont les Sud-Africains qui triomphent. Drôle de spectacle en vérité que cette ronde enchantée des hommes en vert. Pour la der des der, on espérait la victoire du rugby bleu-blanc-rouge, des adieux grande classe. Pour être honnête, on n'a pas espéré longtemps, à peine 1 minute, c'est vous dire. Première offensive sud-africaine est déjà laissée au bout de l'action pour Snyman, 7-0. Un quart d'heure plus tard, alors que les Français allaient mieux, c'est déjà le coup de grâce. Un ballon bêtement intercepté et Johan Erasmus s'envole, tout un symbole.
Pas un bleu pour la rattraper. Une passe tranquille pour Rossou qui va marquer. À la mi-temps, 4 essais transformés. L'Afrique du Sud mène 28-3. Et dire que pour la France, le coup de pompe continue. Par moments sur le terrain, tout fout le camp. Aujourd'hui, les Français jouaient en bleu pâle. Pas le figure, pas le rugby. Et personne pour arrêter le balai de Rossou qui marque une 4e fois. La différence, elle était partout. Sur le terrain, dans les tribunes, sur le visage de l'entraîneur sud-africain. Sur le visage des entraîneurs français. Pour finir en beauté, les formidables Springboks inscrivent un 7e essai. Plus qu'une victoire, un festival, 52-10. Et pour les Français, des bleus sur le corps et des bleus au cœur. C'était vraiment une fête gâchée. Et ça, je me demande si on pourra récupérer facilement. Et ça nous tord le cœur. Et comme je vous disais tout à l'heure, pour un sportif de haut niveau, ça fait très mal. Comme dans la chanson, c'était la dernière séance, le rideau sur le parc est tombé. La pelouse avait mauvaise mine, un peu comme les joueurs du 15 de France, le moral cabossé. Le chanteur vedette du groupe de rock australien In Excess, Michael Hutchence, a été découvert pendu ce matin dans une chambre d'hôtel de Sydney. Dès l'annonce de sa mort, de nombreux fans se sont rassemblés devant l'hôtel. Le groupe In Excess avait été créé il y a 20 ans et avait connu son heure de gloire dans les années 80 grâce à son album Kick. Ainsi se termine cette édition. Je vous en rappelle les principaux titres. Les aveux hallucinants de la fille du pasteur hongrois. Seule ou aidée de son père, elle a assassiné 5 membres de sa famille, dont sa propre mère. À Brest, la grand-messe du Parti socialiste réunie en congrès, la ferveur des militants et du jamais vu depuis 70 ans, l'ovation au secrétaire national du PC, Robert Hue. Dans quelques instants, la météo. Moi, je vous retrouverai demain soir à 20 h. Merci de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.